va parler de la situation en Ukraine. Et nous sommes avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Le Kremlin donc, a affirmé avoir accepté une pause des frappes contre Kiev jusqu'à dimanche. On va voir comment les choses peuvent s'organiser avec Michael Dos Santos et on en parle ensemble. Des quartiers plongés dans le noir, sans lumière et sans chauffage, en pleine vague de froid. Depuis plusieurs semaines, les conditions de vie se sont durcies en Ukraine. En cause, les opérations russes lancées contre des centrales énergétiques. Des frappes qui ont privé d'électricité de nombreux habitants, notamment à Kiev. Plus de 450 immeubles résidentiels répartis dans plusieurs quartiers de la ville sont privés de chauffage, la plupart à cause des frappes. En raison des températures négatives, Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine l'arrêt des frappes. Une trêve acceptée par le Kremlin. Les Ukrainiens ont dit qu'ils n'avaient jamais eu un tel froid. Et j'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas tirer sur Kiev et diverses villes pendant une semaine. Pour Moscou, cette pause a pour objectif de favoriser les négociations de paix. Les échanges entre Ukrainiens, Russes et Américains doivent reprendre ce dimanche à Abu Dhabi. Le président Trump a en effet personnellement demandé au président Poutine de s'abstenir d'attaquer Kiev jusqu'au 1er février, afin de créer des conditions favorables aux négociations. Pour le moment, cet accord a été respecté par l'armée russe. Les attaques menées cette nuit n'ont pas visé les installations énergétiques, uniquement des sites logistiques. Alors, général Jean-Paul Paloméros, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation depuis cette annonce. Il y a une espèce de confusion quand même sur les notions de cet accord. Oui, enfin je dirais que c'est presque indécent. Jusqu'au 1er février, pourquoi pas le 31 janvier il est clair que depuis le début du mois, la Russie a dû employer à peu près 3000 drones, ou un peu plus, un peu moins, de cet ordre-là. L'an dernier, c'était en moyenne 5000 à 5500 drones par mois. Donc, qu'il arrête pendant 24 heures, à la limite, ça fait une pause. Et on a bien vu d'ailleurs qu'il n'arrêtait pas de frapper l'Ukraine. Il arrête simplement de frapper des installations énergétiques qui ont déjà été largement éprouvées, même si les Ukrainiens, une fois de plus, font preuve de résilience, même s'ils arrivent à faire des petites centrales qui sont plus difficiles à toucher. Mais dans le même temps, les Russes améliorent leurs drones, en particulier, c'est assez paradoxal, en utilisant le système spatial Starlink. Alors, je suis désolé de vous poser, qu'est-ce qu'il faut y voir dans cet accord très concrètement? On a besoin de votre décryptage. C'est quoi? C'est signe de quoi? D'abord, je crois que chacun essaye de tirer la couverture Trump à lui, c'est-à-dire de donner quelques gages de manière à éviter que Trump ne tombe dans un camp ou dans l'autre. Chacun peut avoir son idée sur la réalité d'aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que Trump ne met pas tout son poids dans la balance pour aider les Ukrainiens, mais il ne les a pas abandonnés. Vous voyez, il est dans un nini, là. Mais les Ukrainiens auraient besoin de plus pour résister, parce que sur le front, en revanche, c'est difficile. Et il y a maintenant un axe qui va vers Zaporijia. Tout cela est lent, mais je dirais, ça continue. Et imperceptiblement, les Russes grignotent. Le terme n'est pas très, très adapté, mais enfin, en tout cas, ils gagnent du terrain sur l'axe, en particulier dans le Donetsk, dans l'oblast de Donetsk, et puis sur l'axe de Zaporijia. Alors, il ne nous a pas échappé, évidemment, mon général, qu'aujourd'hui, les yeux du monde entier, on ne minimise pas, évidemment, la situation en Ukraine, mais aujourd'hui, nous sommes plutôt polarisés sur la situation de l'Iran. Que risque-t-il de se passer avec cette armada? C'est pas une petite flottille, c'est une armada. On se pose toujours la question d'une intervention possible. Quand, comment, avec des frappes, pas de frappes. On voit tout ça avec Mathilde Ibanez et puis on ouvre le débat ensemble avec nos invités du soir. Dans un climat déjà tendu qui ne cesse de s'intensifier, Donald Trump continue de menacer Téhéran avec l'approche d'une armada militaire massive au large de l'Iran. Le porte-avions Abraham Lincoln est l'un des navires de guerre les plus puissants au monde. Il est doté de plus de 80 avions ainsi qu'une escorte de 3 destroyers équipés de capacités antimissiles et de missiles de croisière Tomahawk.
Nous sommes puissants militairement. J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Une force aéronavale qui s'ajoute aux 50 000 soldats américains déjà stationnés dans les bases de la région du Moyen-Orient, notamment juste en face de l'autre côté du golfe Persique, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Les Américains ont également des F-35, des avions militaires permettant l'attaque au sol et les missions de supériorité aérienne. Si cela ne signifie pas encore une intervention militaire américaine, la démonstration de force s'inscrit pleinement dans la stratégie de pression maximale de Washington face au régime des Mollahs. Je leur ai dit deux choses. Premièrement, pas d'armes nucléaires. Et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils en tuent des milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines. Pendant ce temps, la situation en Iran reste opaque. La répression semble se poursuivre. En cas d'attaque américaine, l'armée iranienne promet de répliquer. Une riposte écrasante selon le chef de l'armée Amir Hatami, qui a annoncé avoir doté les régiments de combat de 1000 drones. Alors, général Jean-Paul Paloméros, cette dépêche qui vient de tomber à l'instant, l'Iran veut conclure un accord avec les États-Unis, estime Donald Trump. Quel est votre regard ? Que risque-t-il de se passer ? Maintenant, je crois que maintenant, il faut s'en tenir après les déclarations très nombreuses, parfois contradictoires, il faut s'en tenir aux faits. L'armada est déployée, les pays de la région ne sont pas très chauds, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont peur de l'embrasement, si vous voulez. Et donc, c'est pas, ils poussent pas Trump dans le dos, hein, au contraire. Et Trump, d'un autre côté, il s'est mis lui-même dans une certaine impasse où, d'un côté, il n'est pas intervenu à temps, etc. Bon, ça, à la limite, on pourrait presque pas lui reprocher, c'est allé vite, mais ça aurait été mieux si ça avait été synchrone. Et maintenant, très clairement, c'est mon avis, il n'a pas envie de frapper. Mais d'un autre côté, il ne peut pas non plus se déjuger. Et donc, il attend au maximum, il fait monter la pression, tout en ayant, c'est mon avis, l'espoir de ne pas avoir à lancer le feu, parce que ce n'est pas dans son état d'esprit. On le voit depuis le début de son mandat. Ce n'est pas un guerrier. Et à la limite, on ne peut pas lui reprocher s'il atteint ses objectifs. Mais il est vraiment entre deux eaux. Il a ce qu'il faut, là, sur le terrain. Ça, personne ne va le contester. Les Iraniens font un peu les fiers, mais moi, à leur place, quand même, je m'inquiéterais un peu parce qu'ils ont été affaiblis très clairement par la fameuse. Et ils ont promis de répliquer aussi. Hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils répliquent, souvent, c'est des frappes symboliques. Hein. Ouais, voilà. Un régime de cette nature, il ne peut pas céder non plus. Et Trump ne peut pas céder non plus. Donc, c'est un équilibre. Et il espère peut-être une ouverture de l'Iran et il finit par s'auto-persuader que l'Iran va effectivement demander cette négociation. Je ne suis pas sûr qu'au bout du compte, ça soit le cas. Oui. En fait, la question, c'est pas tant quels sont les moyens déployés par Donald Trump dans le golfe Persique, parce qu'un groupe aéronaval qui est déployé comme ça, et je parle sous votre contrôle, c'est d'abord et avant tout une démonstration de puissance. Ouais. D'un point de vue opérationnel et tactique, les États-Unis peuvent tout à fait frapper l'Iran sans avoir à déployer ce qu'ils appellent cette armada. Je crois qu'il y a 2 groupes aéronavals. Et en fait, ce qui est expliqué dans le reportage est quelque chose de tout à fait normal. Même le porte-avions français, quand il se déplace, il ne se déplace jamais seul. Il y a toujours des frégates autour, un sous-marin nucléaire d'attaque en dessous, pour protéger, justement, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres sous-marins de pays étrangers. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui est plutôt classique. La question qui se pose, c'est quelle est la finalité ? Que cherche véritablement Donald Trump ? On voit qu'il y a la défense d'intérêts économiques, la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, pour permettre le commerce, notamment le transit du transport des barils de pétrole. 20% du commerce maritime mondial de barils de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, et ce qui permet les échanges notamment avec l'Asie. La deuxième finalité, et là-dessus il y a des doutes, il y a des questions, est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de Donald Trump de changer le régime iranien? Je sais que nous, Européens, alors peut-être pas le gouvernement français, mais en tout cas un certain nombre de pays se disent cette armada est là d'abord et avant tout pour changer le régime iranien. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. L'impression qu'on peut avoir, c'est que Donald Trump a constaté
qu'il n'y a pas de faille dans l'appareil sécuritaire iranien. Vous savez, il faut un certain nombre de conditions quand même pour faire tomber un régime. Et je pense que Donald Trump est à la hantise d'un certain nombre de précédents historiques qui se sont toujours très mal passés. Même, je pense, au précédent libyen où la France a attaqué la Libye. Et très souvent, il y a énormément de gens qui sont favorables à la chute d'un dictateur, la chute d'un régime, mais c'est toujours très difficile de voir l'après. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump n'a pas adoubé, par exemple, le fils du Shah d'Iran. Il est allé à Washington, il y a des discussions avec l'administration Trump, mais à ce stade, Donald Trump n'a pas dit « nous, on souhaite installer le fils du Shah ». Voilà. Donc, moi, ce que je vois, pour terminer, c'est que comme il n'y a pas de faille au sein de l'appareil sécuritaire, il n'y a pas eu hélas, pour la population iranienne, il n'y a pas eu de prise symbolique. Une ville, des sites militaires... le régime est toujours là. Hein. Et donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que Donald Trump cherche cet accord avec les Iraniens sur la question du nucléaire, ce qui va progressivement, éventuellement, permettre la levée progressive d'un certain nombre de produits qui sont soumis à embargo, ce qui va permettre aussi une plus facile sécurisation des marchandises, parce que Donald Trump, c'est d'abord et avant tout le business entre cette zone-là et l'Asie. Général Jean-Paul Paléomère aussi. Oui, justement, je voulais en venir au nucléaire. Sur ce plateau même, je me souviens au moment où il y a eu ces frappes, j'étais pas le seul à dire non, ne croyez pas M. Trump, il n'a pas entamé d'une manière significative le dispositif nucléaire iranien. Et au fur et à mesure des déclarations faites devant le Congrès d'ailleurs par le Joint Chief of Staff américain, on a bien vu que effectivement, il n'avait pas les moyens, malheureusement, d'aller frapper aussi profondément qu'il aurait fallu pour vraiment désarmer en quelque sorte ce dispositif nucléaire. Ce qui veut dire qu'il existe toujours. Et évidemment, pour les Iraniens, comme toute bonne dissuasion, c'est quand même le cœur de leurs objectifs pour compter dans la région et pour tenir. Donc, ils ne veulent absolument pas lâcher sur ce nucléaire. Et c'est là le vrai débat aujourd'hui qui pourrait amener Trump à frapper, c'est le nucléaire. C'est pas la population. On peut en être désolé, c'est pas ça. Les missiles balistiques, oui, certes, mais ils en construiront toujours. On pourra toujours les détruire. Et il y en a eu pas mal de détruits. Il y en a eu même de vendus à la Russie. Donc, vous voyez, ils doivent en avoir quelques-uns en rab, si je puis dire. Donc, je crois que c'est le nucléaire qui est au cœur du débat. Paul. Et vous ne croyez pas si bien dire, Général, Trump considère qu'il y a échec dans les négociations sur le nucléaire. C'est sa certitude. Oui. Et je resterai très très prudent sur la décision que prendrait Trump, qui joue sans cesse au poker menteur. Donc il ne faut jamais le croire quand il le dit, mais il faut suivre ce qu'il fait. Et ce qu'il se passe en ce moment, c'est une préparation intense de l'état-major américain. Aussi bien le CENTCOM qu'aux États-Unis, aussi bien en Israël qu'avec toutes les bases américaines au Proche et au Moyen-Orient. Alors évidemment, l'intervention militaire américaine ne vaudra que s'il y a chute du régime. Et ce qui est extraordinaire, personne ne souhaite une intervention, sauf le peuple iranien, qui me fait penser au peuple français, pardonnez-moi, je terminerai d'un mot, au peuple français lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a accepté les bombes alliées pour peu que le régime nazi tombe. Et il y a un peuple qui a une attitude quasiment sacrificielle, qui demande aux alliés, et aux Américains. Les Américains, qui demandent aux Américains de bombarder l'Iran pour peu que le régime des mollahs tombe un jour. Donc, moi, sur la décision, je resterai extrêmement prudent. Il faut suivre simplement, et je parle sous votre contrôle, simplement ce qu'il se passe. Tous ces allers-retours entre Washington, Jérusalem, y compris Arabie Saoudite, la Jordanie et toutes les bases américaines situées au Proche-Orient, c'est à vous que je m'adresse, il faut suivre précisément ce qui se passe. Le rôle, évidemment, on sent bien que le rôle d'Israël est central dans cette région, tout l'a démontré, et j'ai le sentiment qu'Israël n'est pas décidé, en tout cas, elle n'a montré aucun signe. Non pas de coopération, bien sûr, le renseignement, tout ça, ça va aller, peut-être même des forces spéciales, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'Israël veuille la guerre maintenant contre l'Iran. Parce qu'Israël a besoin de se reconstituer. Rapidement, Paul. Un très petit mot pour dire tout simplement que le scénario rêvé actuellement par les états-majors américains et tous leurs alliés dans la région, c'est pilonnage, bombardement, des infrastructures vitales pour l'Iran, civiles et militaires,
assez intense pour permettre à la population de revenir dans la rue et éventuellement de s'emparer du pouvoir et inverser la prise de pouvoir. L'Iran veut conclure un accord avec les États-Unis, c'est ce que vient de déclarer Donald Trump. Je propose d'écouter le chef de la diplomatie iranienne qui s'est exprimé en Turquie. Écoutez-le. Nous l'avons dit à maintes reprises et je le répète, la République islamique d'Iran est prête à négocier, elle est également prête à la guerre. Aucune rencontre entre nous et les Américains n'a encore été prévue. Je tiens également à affirmer sans équivoque que la capacité défensive et balistique de l'Iran et les missiles iraniens ne feront jamais l'objet de négociations. Je ne crois pas qu'aucun pays soit prêt à faire des compromis avec qui que ce soit concernant sa propre sécurité et sa défense. La sécurité du peuple iranien ne regarde personne d'autre et nous préserverons et développerons nos capacités de défense dans toute la mesure nécessaire à la défense du pays. Sarah, je commence avec vous. Les attentes du peuple iranien sont nombreuses. On espère, on l'évoquait ce midi dans Midi News, on espère évidemment qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelque chose sans quoi tous ces morts. Une issue favorable. C'est ça, mais tous ces morts, parce que jamais la bascule a été aussi proche. Mais pour le moment, le régime d'Ayatollah est toujours présent et il est là. Et bien sûr, et il sera là tant que on ne sera pas vent debout tous, l'humanité entière, les Occidentaux, les démocraties, au moins les démocraties avec nous pour faire tomber ce régime. Vous savez, chaque jour qui passe renforce un tout petit peu encore ce régime qui est vraiment à bout de souffle. Donc plus Trump hésite, plus il réfléchit, plus peut-être il attend la sortie du film de sa femme, Melania, de la Première Dame. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais en tout cas, il faut y aller. Plus personne ne dort. Je pense que là, on en est à un stade où ça ne concerne pas que les Iraniens. Je veux dire, le monde entier est suspendu à est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas. Il faut que ce régime tombe. Quand on entend, par exemple, M. Araghchi dire qu'il est prêt à la négociation, évidemment, ils ont dit le contraire il y a une semaine. Jamais on ne négociera avec les États-Unis. Donc, en fait, là, précisément, ça montre qu'ils sont aux abois. Et ça montre aussi vraiment l'agressivité, la violence, le mensonge, l'hypocrisie absolue de ce régime à travers ses mots à lui, puisque vous voyez bien que terroriste un jour, terroriste toujours. Maintenant que les gardiens de la Révolution sont inscrits sur la liste des organisations terroristes, par l'Europe aussi, maintenant, il dit à demi-mot, attention, vous avez vu, nous, jusqu'à maintenant, l'Iran a protégé l'Europe de Daesh, des terroristes. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à demi-mot, en gros, vous allez voir ce que vous allez voir. Il va y avoir encore plus de terroristes. Pardon, mais il n'a pas regardé les infos. On en a déjà sur le sol français des terroristes qui sont directement liés au régime islamique. Didier Djadi, est-ce qu'on peut faire le parallèle, est-ce que vous le faites, entre ce qui s'est passé au Venezuela, où il y a eu des forces qui ont été envoyées par Donald Trump, et ce qui se passe aujourd'hui près de votre pays? Écoutez, la situation iranienne est beaucoup plus complexe que là où il y avait l'action américaine. Si vous voulez, là. En Iran, le régime est un régime totalitaire islamiste qui a toujours été contre la nation iranienne et qui était toujours disons, avec cette idée-là, il faut continuer la guerre ou la guerre sainte ou djihad. Non seulement contre notre peuple, mais également au niveau régional, voire également au niveau international. Quand Araghchi parle effectivement de la sécurité des Iraniens est complètement menacée tout le temps. Quand on tue plus de 36 000 personnes, voire plus, en 2 jours et demi, est-ce que la sécurité du peuple iranien est assurée? Non, c'est un mensonge. Et donc, au niveau de la région également, c'est un mensonge, si vous voulez, là. Et donc, par rapport à la situation iranienne, à mon avis, vraiment, il faut bien comprendre la complexité du pouvoir politique et également militaire en Iran, là, bien comprendre effectivement comment ils sont enracinés, comment ils sont organisés. C'est une classe économique rentière et qui possède effectivement
la grosse partie de l'économie iranienne, si vous voulez, et que Khamenei lui-même, il a le contrôle effectivement d'une grande partie de la richesse iranienne, et donc ce n'est pas tout à fait la même situation qu'ailleurs. Pas du tout. Et donc vraiment, il faut bien tenir compte de la réalité iranienne afin de se préparer pour aller vers le renversement de ce régime-là. Je me tourne vers le général Jean-Paul Palomero. Pourquoi je tentais de faire ce parallèle? Parce que sur ce même plateau la semaine dernière, on évoquait le fait que Khamenei s'était caché dans un bunker et je recevais des Iraniens sur ce plateau qui disaient bah oui, ce qui a été possible pour Maduro, pourquoi ça ne serait pas possible pour Khamenei? On peut évidemment comprendre cet état d'esprit-là, mais évidemment, comme vous l'avez très justement rappelé, la situation, le contexte n'est pas tout à fait le même. Non, la situation est différente. Comparaison n'est pas raison. Ça allait bien, Maduro, pour Donald Trump. C'était limité, excellente opération spéciale, avec du renseignement de première main, de proximité de Maduro. Donc, c'était une belle opération, mais elle était très ciblée. Là, on est sur toute autre chose. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'on a peut-être une occasion, et je dirais collective, de doter cette épine dans le pied qu'est l'Iran et les menaces qui pèsent avec elle. On a laissé... alors, il y a eu ces accords qu'on a applaudis sur la dénucléarisation, le JCPOA pour les intimes, mais l'Iran reste une pièce maîtresse dans la déstabilisation du monde. Et on le voit très bien. L'accord conclu avec les Russes et les Chinois, c'est cet accord, si vous voulez, de puissances qui sont loin d'être démocratiques, bien sûr, mais qui sentent bien que si on ne fait pas peser sur ce qu'on pourrait qualifier des Occidentaux, même si le terme est un peu hésité, cette pression, on n'arrivera pas à enfoncer un clou entre les États-Unis, les Européens, voire d'autres pays qui, eux aussi, veulent la paix. Et donc, je crois que l'enjeu, c'est évidemment le peuple iranien, et on est tout cœur avec eux, mais ça ne suffit pas. Et c'est de nous débarrasser, en quelque sorte, de ce risque qui pèse sur nos épaules. Parce que les missiles balistiques de l'Iran, il faudrait peut-être dire à nos concitoyens, s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est qu'ils peuvent atteindre notre métropole un jour. Qu'est-ce qui les empêcherait un jour de menacer, surtout s'ils acquièrent la puissance nucléaire, d'avoir cette dissuasion? Et qu'en feront-ils? Jusqu'à présent, les pays qui ont une dissuasion nucléaire, ça leur a donné plutôt une certaine sagesse. Est-ce qu'on peut espérer d'un tel régime de la sagesse? Je ne le pense pas. Donc le risque, il n'est pas local, il n'est pas régional. Il est, je dirais, mondial. Ou en tout cas, il touche directement les Européens. Et ça, quand on voit l'attitude des Européens aujourd'hui, bon, c'est bien d'inscrire, on l'a tous souhaité, sur une liste terroriste. Des actes aussi, d'ailleurs. Bon, très bien. Mais on l'a fait... C'est symbolique, mais d'abord, même on si l'a c'est fait important. avec pas mal de retraits. Et quoi d'autre? On devrait faire partie de cette croisade, si vous voulez, si on y réfléchit bien. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité future, c'est pour la stabilité. Et imaginons que ça bascule. Ça change complètement la face du monde, bien sûr. Olivier. Non, mais il a fallu tellement attendre pour les inscrire, ces gardiens de la Révolution. On a l'impression que ça s'est fait dernière minute pour participer, pour accrocher encore au train, pour être quelque part dans cette discussion. On est complètement exclu, on n'est pas là, on n'est même pas en soutien de la population iranienne. On condamne à peine les régimes des ayatollahs, des mollahs, le pire des régimes de cruauté qui existent. On le condamne à peine en disant c'est pas bien que les mollahs tirent sur la population. 30 000 morts. On empêche les infirmiers, les médecins de travailler. Il y a une traque absolue aux blessés. On l'évoquait à midi, là. Non, mais c'est hallucinant. Donc on est là. Alors, effectivement, il y a une pression internationale partout. Les Chinois, s'il y a une guerre dans la région, il y a 70% de leur approvisionnement de pétrole qui va être bloqué sans doute, puisque ça passe par le détroit d'Ormuz. Il y a des questions régionales qui affolent tout le monde. Le Qatar est affolé, les Émirats arabes unis sont affolés. Nous, on est là, nous Français, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Et on va essayer de protéger nos alliés, mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc cette population, elle ne compte aujourd'hui, elle est prête à prendre des bombes sur la tronche pour sa liberté. Et elle appelle tous les jours Donald Trump à le faire, y compris des tags. Mais simplement...
Il y a une chose qui est importante, je vais terminer là-dessus. Simplement, si Donald Trump y va, il y a pourtant une promesse qu'il a faite, c'est pas un homme sur le terrain. Or, on sait très bien que si ces opérations ont lieu, il faudra quand même envoyer au moins des forces spéciales. Il faudra regarder l'état des bombardements et des frappes qui ont été faites, parce que sinon, on va manquer de renseignements. Mais moi, je ne crois pas une seconde qu'ils n'aient pas de renseignements, que les Américains manquent de renseignements, à aucun moment. Sarah Didier, quelles sont les informations qui sont en votre possession? Je l'ai rappelé, hein, le régime est toujours présent. Qu'est-ce qui se passe sur place en ce moment? Quelles sont les informations que vous avez? Alors, d'abord, une bonne nouvelle, si on peut appeler ça. Vous disiez que c'était finalement un peu trop tard, et bien sûr, il y a eu 30 000 morts. Donc, de toute façon, c'est trop tard, vu que ça fait des années que les Iraniens demandent à ce que les gardiens de la révolution soient sur la liste des organisations terroristes. Ce qui change pour nous, pour les Iraniens, c'est que nous, ça fait 47 ans qu'on sait qu'on est pris en otage par des terroristes. On le sait et on le vit tous les jours. Et je dis on, parce que, évidemment, je suis franco-iranienne, bien sûr, j'habite ici. Mais je suis née en Iran, j'ai vécu là-bas, j'ai été à l'école là-bas, on m'a obligé à dire mort à Israël, mort aux États-Unis, tous les jours à la récré, et puis faire la prière. J'ai vu ce système-là, j'ai grandi avec ce système-là, mais j'ai aussi grandi en France et j'ai aussi appris les valeurs françaises et dans lesquelles je crois vraiment, l'égalité, la fraternité, la liberté, la laïcité. Et au fond, on voit bien que les Iraniens aspirent à la même chose. C'est ça que le peuple iranien demande. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le monde entier est au courant. L'Iran est pris en otage par un régime terroristes. Ce qui change, c'est que maintenant que les gardiens de la Révolution sont sur cette liste, eh bien, en Europe, il va y avoir, on espère, le gel de leurs avoirs, ce qui permet aussi de les embêter un peu, de mettre des bâtons dans les roues. C'est déjà ça pour nous. Et puis, ça pose la question que beaucoup d'Iraniens se posent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ambassade d'Iran? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ambassadeur d'Iran, qui est un des hauts responsables des gardiens de la Révolution? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir vraiment... Est-ce que les conséquences vont suivre les mots et les écrits et les signatures? Ce qui est terrible, Didier, et on l'a évoqué au début de ces manifestations, c'est d'ici, ça ne bouge pas là, ça ne bougera plus jamais. En Iran, il y a une mobilisation énorme aux quatre coins du pays. Et ça, ce sont des... Je parle sous votre gouverne, évidemment, mais ça a été un mouvement colossal. Donc on se dit, tout ça pour ça, il faut... Enfin, je veux dire, on est à combien en termes de bilan c'est toujours approximatif, mais 35 000, c'est un minimum. Voilà. C'est le minimum. Si ça ne bouge pas là, ça serait quand même un échec monumental. Vous savez, l'histoire de l'Iran, on la connaît très bien, nous. Et moi, en tant que, bien évidemment, sociologue, si vous voulez, au départ, une dizaine d'années après la révolution islamiste en Iran, les gens étaient dans l'illusion comme quoi cet islam politique va apporter de l'amélioration. Eh bien, cette illusion a été cassée à jamais au fur et à mesure. Depuis une dizaine d'années, que ce qui se passe, les slogans « Abat la République islamique ». Mort aux dictateurs. Cela qui met en évidence la volonté donc des Iraniens pour en finir avec ce régime-là. Et n'oublions pas, Femmes, Vie, Liberté, il y a 3 ans, c'était un grand mouvement. Il y a encore ce mouvement-là, que moi je l'appelle la révolution des Iraniens là. Et je peux expliquer par ailleurs également le sens sociologique de ce terme-là. Ça s'est passé dans 400, selon les statistiques du régime lui-même, ça s'est passé dans 400 villes et petites villes en Iran. Toutes les couches de la population, que ce soit des bazaris, que ce soit des étudiants, des ouvriers, des employés, tout le monde a participé. Et toutes les régions iraniennes également, avec, disons, des racines ethniques différentes. Tout le monde était engagé dans cette révolution-là. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, c'est véritablement, sauvagement et disons, réprimer le peuple. Mais quand on a des échanges avec les Iraniens en Iran, là, depuis 2 jours et demi, j'ai quelques contacts. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est vrai que là, on n'arrive pas à sortir, c'est parce qu'il y a toujours des gardiens de la Révolution. Ah oui, ils sont toujours là. Et des Bassidji, ils sont là. Plus, comme vous le savez également, des mercenaires arabes et également afghans, etc., qui étaient là dans la répression. Mais là, aujourd'hui, ils disent,
nous avons une grosse colère. Mais ça, j'en suis sûr et certain. Dès qu'il y a effectivement la tête qui est vraiment visée, eh bien là, ça permet aux gens de descendre encore dans la rue. Donc cette révolution n'est pas morte, absolument pas. L'esprit de révolte et de révolution continue. Oui, moi j'avais une question pour Sarah Doraghi. La question que je me posais, c'est selon vous, Donald Trump a plus l'intention d'agir sur le nucléaire ou il a véritablement l'intention de changer le régime ou de permettre une transition? Mais, alors, selon moi, puisque je pense que je serais incroyablement culottée et audacieuse d'imaginer ce qui se passe dans la tête de Trump, j'espère sincèrement que s'il peut véritablement mériter son prix Nobel de la paix, qu'il ira vers la chute du régime, faire en sorte que le régime chute. Parce que discuter le nucléaire, c'est tellement une énorme et une vaste blague depuis des décennies. Attention, là on négocie avec eux parce que sinon ils vont avoir le nucléaire. Non, là il faut parler. Non, là on ne peut pas agir parce qu'ils vont avoir le nucléaire. Pardon, demain il y a Reza Pahlavi qui a un plan de transition vers une démocratie. Qui a peur du nucléaire? Il vaut quoi le dossier nucléaire? On a peur du bouton du nucléaire précisément parce qu'il est sous le doigt des terroristes. Demain, il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de régime islamique. Le dossier n'existe plus. Un dernier mot, général. Je crois qu'on parle beaucoup de changement de régime et tout ça, et on regarde l'histoire. Mais l'histoire, elle est propre, elle est spécifique. L'histoire, elle s'écrit. Et c'est maintenant qu'il faut écrire l'histoire. Il ne faut pas se référer au passé. L'Iran, c'est l'Iran. Et il s'est passé quelque chose, comme le disait Didier. Exactement. Il s'est passé quelque chose et il ne faut pas laisser passer cette opportunité. On est d'accord? On est d'accord. Juste un élément, auparavant, on disait il y a un vide. Après la République islamique, il n'y a plus rien. Non, il y a la potentialité donc du peuple qui est toujours effectivement déterminé pour chasser ces pourris au pouvoir, mais également il y a aussi l'alternative de Reza Pahlavi aussi, et que donc il y a beaucoup de gens intelligents en Iran et à l'extérieur. On n'est pas dans le vide, on est dans un processus de construction. Y compris avec les minorités.